donc on a le plaisir d'accueillir Thierry Ménissier, qui est professeur de philosophie à l'Université de Grenoble et qui est en charge de cette chaire. Alors, vous pouvez l'applaudir avant, pendant, après. Donc je le remercie parce qu'il y a de nombreux projets qu'on mène ensemble et c'est aussi un des enjeux pour nous en santé de la transdisciplinarité. Et il y a plein d'applicatifs effectivement en santé qui nous intéressent beaucoup sur l'IA, mais aussi sur les aspects éthiques et philosophiques qui sont soulevés. Donc Thierry, nous sommes à toi. Tu connais la maison, tu es chez toi. Bonjour et merci beaucoup Pierrick pour cette invitation qui, en effet, s'inscrit dans des collaborations larges et intéressantes sur le site grenoblois. Donc, comme il a été dit, moi je suis enseignant-chercheur en philosophie. Mon domaine, c'est la philosophie politique des innovations. Donc, je suis un des acteurs de cette maison de la création et de l'innovation. Où on peut précisément poser les questions d'innovation dans un dialogue constant avec les communautés scientifiques et technologiques du site grenoblois, dont vous savez qu'elles sont vraiment variées, riches et très intenses, et avec aussi les partenaires des différents labos des sciences humaines et sociales. Alors, il y a 5 ans, j'ai été, sur la base donc, de mon profil, disons, d'explorateur en philosophie pratique. La philosophie pratique, ce n'est pas toujours la philosophie appliquée, elle peut être appliquée, mais c'est surtout la partie de la philosophie qui s'intéresse à la fois aux techniques, philosophie des techniques, à l'éthique, à la philosophie politique et aux normes. Donc moi, j'essaie de faire, dans cette partie terminale de ma carrière, un mélange de tout ça, en posant la question de la philosophie pratique, plus ou moins d'ailleurs appliquée, avec des applications méthodiques en particulier. Et l'occasion s'est présentée d'être le responsable de cette chaire que nous avons appelée éthique et intelligence artificielle, dans le cadre de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, un des 4 instituts dits 3IA qui ont fait suite au rapport Villani, commandité en plus haut lieu en France par l'Élysée, et qui nous a dotés d'un centre de recherche et d'innovation sur l'intelligence artificielle. Chacun des 4 instituts 3IA, dont le Grenoblois, était doté, ça s'achève là pendant 5 ans, d'une trentaine de chaires. Alors, il se trouve que Grenoble, mais ce n'est pas étonnant, nous y avons contribué, est le seul centre français d'IA qui a plusieurs chaires sciences humaines et sociales, parmi la trentaine de chaires, dont cette chaire éthique et IA qui est toujours unique en son genre dans le paysage académique de recherche en France sur l'IA. Donc c'était très long pour un projet de recherche qui s'achève le mois prochain. Je lui ai donné un tour résolument pluridisciplinaire, comme vous voyez, et basé notamment sur un autre principe méthodologique, non seulement une hypothèse forte, la pluridisciplinarité, pour appréhender les sujets, pour acquérir ces sujets, mais aussi l'idée d'un dialogue intergénérationnel. J'ai fait quelque chose que mes collègues m'ont reproché, c'est bon signe, c'est-à-dire que j'ai associé, en philo c'est assez conservateur, moi j'ai associé les jeunes, la jeune recherche pour chacun de nos programmes, ou de nos colloques internationaux. Il y a 4 programmes, il y a eu 2 colloques internationaux en 5 ans, très très gros colloques vraiment, pour faire date sur une question. En fait, j'ai associé dans le comité de pilotage à chaque fois un jeune et un senior. Tout simplement parce que c'est le type d'innovation sur lequel les gens qui ont la couleur des cheveux comme moi, en fait, ont un temps de retard. Parce que nous ne sommes pas natifs, ni du numérique, et encore moins de l'algorithmique. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome, mes collègues détestent quand je dis ça, notamment dans les écoles doctorales, c'est le syndrome de l'astre mort. Quand vous voyez un philosophe qui rayonne, comme moi, c'est-à-dire dans la semaine, 4 interventions dans 4 communautés différentes sur le même sujet, donc 4 sujets différents, ça s'appelle du rayonnement. En général, l'astrophysique nous explique que quand on rayonne comme ça, un astre, il y a des chances que la lumière nous parvienne et qu'il soit déjà mort, non ? C'est-à-dire que j'ai été formé il y a 30 ou 40 ans, à la Sorbonne, c'était très bien, à l'EHESS, c'était non moins bien. Enfin, place aux jeunes. Alors du coup, vous voyez la chaire, juste un mot, cette chaire, 62 mois, 45 manifestations organisées, dont 2 colloques internationaux, 74 conférences à l'extérieur, à l'étranger ou des invités, quoi, ou en France, 30 publications, dont 15 à l'international, à chaque fois, selon les disciplines, dans une des 10 meilleures revues mondiales. Bon, c'est bien débrouillé, quoi.
Donc voilà, c'était bien. C'était bien, et du coup, si vous voulez, les hypothèses dont nous sommes partis ont été largement confirmées à partir de cette hypothèse centrale qui est que l'intelligence artificielle est une métaphore confuse et qu'il aurait fallu éviter cette traduction. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du coup, aucune de ces questions n'est fermée alors qu'il est, même si nous avons, comme je viens de le dire, beaucoup exploré ce que ça pouvait vouloir dire. Et ce que vous allez entendre, c'est là, dans les quelques minutes qui me sont accordées, très généreusement, c'est juste un parcours approprié à votre domaine de spécialité. Ces 5 questions ont été méthodiquement appliquées aux 4 programmes de la chaire. Un des programmes s'est vite imposé comme celui de l'éthique de l'IA en santé et pour les soins. C'était à tel point important que ce programme risquait de déséquilibrer toute la chaire. Je vous l'ai dit, moi je fais de la philosophie politique appliquée aux innovations, je ne fais pas de la bioéthique, c'est un domaine en tant que tel. Et d'ailleurs, l'éthique de l'IA en santé, ce n'est pas la bioéthique, c'est encore autre chose, même s'il y a des liens ainsi qu'on va l'évoquer. Et du coup, je suis, étant visible là-dessus, et étant associé à la personne, la collègue qui s'est occupée de programme de l'éthique de l'IA en santé, puis qui me dit tout le temps, Thierry, ça fait trop, je ne peux pas tout faire. Donc je m'y colle. Régulièrement, les spécialistes de radio-imagerie, voilà, dans les congrès nationaux, régulièrement les spécialistes de reproduction, autant de domaines totalement disruptés par l'intelligence artificielle. Donc je prends mes responsabilités, puisque j'ai un problème de pile là, non? Ah. La main, d'accord, j'enlève ma main. Là, c'est bien, plus haut la main. Bon. En fait, d'autant plus que la collègue qui s'occupe du programme de l'éthique de l'IA en santé, qui croule sous le boulot, c'est ma compagne, hein, donc je suis obligé de déléguer. Elle est bien plus forte que moi, mais enfin bon, je suis obligé de m'y coller. Alors, donc je m'y colle. Alors, du coup, en fait, à partir de là, le sujet qui se pose dans vos communautés, qui est crucial quand même, c'est celui-ci, me semble-t-il, posé dans les termes de notre équipe de recherche. Quel risque éthique pour les pratiques de santé en régime algorithmique, ce qui peut entendre des choses très variées, depuis l'usage simple des IA génératives, l'usage personnel des IA génératives pour se mettre à réfléchir sur un sujet, jusqu'à évidemment les dispositifs apprenants, hein, plus profondément, avec du machine learning, du deep learning, voilà. Voilà. Donc, jusqu'où le médecin et plus généralement les personnes en charge des soins peuvent-elles assumer la responsabilité? Alors, hors faute professionnelle, on ne parle pas du juridique, on parle bien de l'éthique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, de la pratique ordinaire telle qu'elle est dotée d'une réflexivité bien normale quand on a affaire à des innovations. Hein, plus que jamais, la question que faire, que dois-je faire, hein, que dois-je faire étant compris dans que faire, évidemment, quand on essaie d'agir en conscience, eh bien, se pose quand on a affaire à des innovations. Alors ça ne date pas d'hier, mais l'IA introduit une véritable révolution du point de vue cognitif et évidemment du coup aussi pratique, quoi, dans les actions. Alors en fait, tout se passe comme si se rejouait à nouveau la rencontre entre Hippocrate pour la médecine, Archimède pour l'ingénierie et Aristote, quand même le collègue philosophe qui a inventé l'éthique du care, hein, quand même, la sollicitude. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est Aristote qui l'a inventé. Les Américains l'auraient inventé, mais enfin c'est lui qui avait inventé ça, de dire, vous savez pourquoi ça s'appelle éthique à Nicomaque, au fait? Nicomaque, c'était son père, qui était le médecin de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, mais c'est aussi son fils, qui est médecin. Donc l'éthique à Nicomaque d'Aristote, un des plus grands livres jamais écrits sur l'éthique, c'est un fils de médecin qui s'adresse à un jeune médecin. Donc si après ça, vous ne le lisez pas ce soir, c'est vraiment là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une vie en bonne santé du point de vue physique et moral? Bon, alors en fait, ok, bon, le philosophe nous dit, ah oui, je ne vous ai pas dit en fait, bon, je vais faire un petit cursus sur l'éthique, tout ça, puis à la fin, on va décoller, mais très très grave. S'il m'a dit, Pierrick m'a dit, mais vas-y, tu peux y aller. Bon, bah j'y vais, moi. Vous allez voir, vous allez prendre de la hauteur. Hein. Mais croyez-moi sur parole, ce que je dis est extrêmement pertinent pour vous. Alors, en fait, vous allez me dire, bon, bah voilà, on peut y aller. En fait, bon, ça s'est déjà vu, ouais, on le sait déjà. Bah oui, mais le problème, c'est que le centre de gravité de la relation n'est plus le même. Voilà, il semble bien que pour l'instant, Archimède a gagné. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Ça s'affiche ou pas? Ah, c'est étrange.
C'est plus qu'étrange, là. Non, attendez. Parce que non, voilà, c'est ça. Le centre de la... Vous avez tous reconnu une boîte noire. C'est bien une boîte noire. Voilà. Donc vous voyez, le problème, c'est la boîte noire. Pour quiconque entreprend un acte thérapeutique, ne serait-ce que d'avoir recours à une IA quelconque pour quelque chose qui relève du processus complexe de prise en charge de la santé du malade, ça devient compliqué là. Ça devient très compliqué, hein, évidemment. Alors, en effet, ce qui se passe, c'est que va se poser la question de la responsabilité du fait de la puissance de calcul extrêmement accrue. Vous voyez, la référence en rouge signale que ma collègue Dignum, qui est une très bonne collègue spécialiste de l'éthique des technologies, a déjà écrit un texte vraiment très très puissant sur la responsabilité en régime d'intelligence artificielle. Alors Dignum, elle ne parle pas tellement du soin et de la santé. Moi, je dirais qu'avant de reparler du soin et de la santé, le côté boîte noire des IA, incontestablement, même les informaticiens ne savent pas comment ça marche quand même, même eux sont extrêmement surpris des résultats, eh bien, si vous voulez, va impacter le régime de la responsabilité, dont je vous rappelle qu'elle est dominée depuis le Code civil, hein, vous avez tous reconnu Napoléon, là, avec ses petits collants, en fait, depuis le Code civil, inventé par Napoléon et ses juristes, en fait, ça repose sur ce qu'on appelle le cartésianisme méthodologique. C'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que nul n'est censé savoir ce qu'il fait quand il agit dans un cadre de société libérale, au sens où il doit rendre compte de son action en produisant, en cas de demande de justification, soit les patients, soit les familles des patients, soit même les juristes et le tribunal, en produisant une justification logique et axiologique de son action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez voulu faire, est-ce que c'était cohérent, est-ce que c'est cohérent ce que vous avez fait, voilà, vous le déclarez, est-ce que ça l'a été, et axiologiquement, c'est-à-dire que du point de vue des valeurs, il faut pouvoir justifier de ces valeurs. Certaines valeurs sont considérées comme illicites, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est interdit. Donc, vous voyez, en réalité, va se jouer dans la responsabilité quelque chose qui est de l'ordre véritablement de la causalité, d'une part. Il faut qu'il y ait une relation entre ce qu'on fait et ce qu'on dit qu'on fait, ce qu'on fait, et puis les effets, et un équilibre, évidemment, en termes notamment de réparation. Alors, c'est intéressant parce que les nouvelles capacités techniques d'information, qui sont monstrueuses, quoi, il n'y a pas de limite, de visualisation. Là aussi, en termes de, si vous voulez, d'imagerie, c'est effrayant, quoi, quasiment. D'extrapolation et de prédiction, l'IA nous dépasse. Alors, il n'y a pas qu'en médecine et dans le domaine des soins et de la santé, dans tous les domaines. Il n'y a pas de souci, dans tous les domaines. Il faut prendre la mesure du fait que les arts et métiers, et du coup, pour nous, enseignants du supérieur, les formations, sont totalement disruptées. C'est-à-dire qu'on doit former des gens, vous voyez notre responsabilité, autrefois on formait des gens pour 30 ou 40 ans, là les technologies d'IA changent très 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 vite. Donc du coup c'est vraiment inquiétant quand même. Avec, vous voyez, une réalité qui est celle du rapport de tension entre les performances algorithmiques et l'obligation juridico-morale qui est faite à tout citoyen, à tout professionnel et à tout médecin. Il y a vraiment un point de tension qui est difficile. Vous voyez, donc, bon, je sais bien, le côté postprandial de mon talk est un peu discutable, c'est-à-dire vous êtes en train de digérer et vous entendez des trucs comme ça, mais c'est sûr qu'on a vraiment un problème, et ce problème, il est bien conçu par les juristes. Alors là, j'ai trouvé, je ne vous ai pas dit, moi je fais partie de ces philosophes de philosophie pratique qui sont l'autre branche de la filiation socratique. Vous savez, Socrate, il a plusieurs enfants. Il y en a deux principaux, c'est Platon, le grand Platon, qui va essayer de capter tout l'héritage, et Xénophon, dont le chef-d'œuvre, c'est par exemple un traité d'équitation. Voilà, parce qu'il dit, si on veut manager les humains, il faut être capable de comprendre comment ils montent à cheval. Je trouve ça remarquable. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que Xénophon, c'est pas quelqu'un qui fait comme Platon à dire oui, les professionnels, ils savent rien. Ça m'a toujours heurté quand je lis Platon. Il va voir un médecin, il va voir, enfin Socrate dans Platon, le personnage, vous vous souvenez, il va voir un général, il lui dit mais c'est quoi que tu fais exactement ? En public, sur l'agora. Et selon Platon, Socrate aurait tourné en ridicule les professionnels,
Alors moi, en tant que philosophe pratique, j'ai toujours trouvé ça, mais délirant et totalement dangereux. C'est qu'en fait, si on attendait les philosophes pour avoir un avis, d'abord on l'attendait toujours, puis ça serait inquiétant. Alors Xénophon, il a une posture différente. Lui, il interroge les praticiens en disant, mais il y a sûrement quelque chose d'intéressant. Si je veux écrire un traité de management, je vais voir quelqu'un qui s'occupe des chevaux, mais je vais vraiment l'écouter. Et donc là, moi, souvent, je vais sur un bon site qui s'appelle Le Village de la Justice, qui est sur, c'est pas des académiciens, hein, c'est pas des gens comme nous, hein, c'est pas des académiques, c'est vraiment des gens qui, là, vous avez une juriste, hein, Sabine Marcelin, qui pose la question en évoquant le régime de la responsabilité du fait de l'usage des systèmes d'algorithmes, hein, systèmes d'intelligence artificielle, SIA, et qui, donc, vous voyez, commence à évoquer quelque chose d'assez intéressant, qui est qu'il y a un certain nombre de risques individuels, sociaux, dans les usages des systèmes d'algorithmes pour les métiers qui doivent assumer de la responsabilité. Donc vous voyez, pour les risques sociaux, bien entendu, il y a les risques liés au numérique. Alors moi j'ai ajouté en vert, en effet, comme vous le savez, un des problèmes fondamentaux du numérique, l'intelligence artificielle surfe sur la vague du numérique, hein, l'algorithmique ne fait qu'amplifier, tsunamiser, si on peut tenter cette expression, la vague numérique. Il y a déjà d'énormes problèmes, c'est que l'ensemble des réseaux sont pensés à travers le concept de Shoshana Zuboff, on peut les penser comme ça, capitalisme de surveillance. Toutes les données sont susceptibles d'avoir de la valeur. C'est le nouvel or noir, ce qui fait que le praticien de santé, doit faire très attention à ce qu'il fait, puisque, bien entendu, il manipule des données qui ont toujours été sensibles, mais qui le sont d'autant plus du fait du changement d'échelle aujourd'hui. Voilà. Donc c'est assez inquiétant. D'autant que j'ai même trouvé récemment un auteur, il y a un prof de droit, qui parle de totalitarisme informatique. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment des dangers sur les libertés. Du coup, vous voyez, il y a un certain nombre de risques, et la juriste en appelle sagement à l'AFNOR et à une norme ISO, qui sont censées inscrire dans de la certification les bonnes démarches. Voilà. Simplement, c'est insuffisant, et elle ajoute à la fin de cet article, hein, vous pourrez cliquer si vous avez le diaporama, hein, le lien il est inscrit là, dans la date, l'interaction machine-humain permet une supervision humaine, mais aussi, alors là, j'ai même fait une petite faute, il manque un S, tellement j'étais bouleversifié, une intrication des responsabilités. Une intrication des responsabilités entre l'humain et le système algorithmique. Il faut quand même oser le dire quand on est juriste. Sachant que la summa divisio, la division fondamentale dans le droit, vous vous souvenez, c'est les personnes et les choses. Alors si on peut partager les responsabilités, c'est donc que l'algorithme, c'est plus qu'une chose. C'est inquiétant. Hein. Alors, c'est d'autant plus inquiétant que Jean-Louis Touraine, que vous connaissez bien, qui est professeur de médecine, qui était député du Rhône, a écrit le seul article que j'ai trouvé dans la littérature en français et en anglais sur le sujet qui aille loin, dans une revue qui s'appelle Droit, Santé et Société. Il écrivait en 2021, « Le médecin est-il le véritable décideur ou le simple auxiliaire de l'algorithme ?» Le médecin est-il algorithmisé d'ores et déjà, dans son travail, dans certains secteurs? Alors j'ai pu le voir, c'est une inquiétude qui parcourt légitimement le secteur de la radio-imagerie, le secteur de la reproduction, où vraiment on m'avait fait venir pour aller beaucoup plus loin même que ce que je disais, quoi. Donc la question posée par le professeur Touraine est pertinente, et à mon sens, à mon avis de philosophe, un spécialiste de l'épistémologie des innovations, ça croise deux problèmes. Ça croise le problème de la médecine technologiquement assistée et celui de la préservation de l'expertise humaine. Ce qui se passe, c'est que du fait de l'expertise et de l'efficience des systèmes d'intelligence artificielle, eux-mêmes conçus en régime selon un principe d'optimisation, on a un vrai problème. Ce problème, je pense qu'on peut le métaphoriser comme ça. Voilà. En réalité, l'autorité scientifique doit continuer à essayer de s'assurer de rester stable sur ses deux pieds, alors un pied dans la science médicale appropriée, un pied dans cette relation avec les équipes de soins et les patients, pour sécuriser, je l'appelle comme ça, la relation d'expertise. Quant à le gros engrenage vert, il concerne un problème plutôt ontologique ou sociologique. Il concerne l'être des organisations, à savoir, il concerne finalement l'environnement social qui est celui de la médecine et des soins.
Donc vous voyez, en fait, tant que cet engrenage tournera, la poulie rouge, elle aura sa fonction. Je pense qu'il s'agit véritablement de réfléchir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle massivement déployée, expérimentalement, prudemment, etc., selon les modes de déploiement, de maintenir la confiance qui permet de sécuriser à la fois la relation d'expertise et de construire un environnement sécure. Et tout ça tourne ensemble. Alors, du coup, vous voyez, pour ma part, j'ai essayé de réfléchir à ce qui se passe en termes éthiques, puisque cette confiance, elle se nourrit de l'approche éthique des systèmes. Et dans l'équipe, on essaie de nous développer le dernier point, là, qui est l'éthique des usages de l'intelligence artificielle. Parce que, mine de rien, il existe vraiment de l'éthique de l'IA. On n'a jamais autant demandé à un système scientifique technique, un système technologique, autant, en termes d'éthique, qu'on demande à l'intelligence artificielle. C'est même étonnant. Par exemple, même pour des sciences ou des technologies très sensibles, voire franchement dangereuses, on n'avait pas d'éthique. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'éthique du nucléaire. Il y a eu disons, des critiques du nucléaire extérieur, hein, qui critiquaient les États. Alors vous me direz, je sais bien, c'est parce qu'on était dans un régime plutôt de progrès, où la prescription elle est validée par des décideurs publics et l'expertise académique, alors que dans l'IA, on est dans un régime d'innovation, où les usagers ont un rôle central, direct. Avec, on voit bien, peut-être que je ne fais pas le test, hein, mais peut-être que vous jouez avec des IA génératives. Donc dans ce cas-là, vous nourrissez le diable. Hein, donc, et surtout, il n'y a pas de contrôle. Voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin d'éthique. Alors, il se trouve que les collègues en informatique, les collègues en robotique et dans les études digitales, hein, les spécialistes des réseaux, des data, font vraiment le travail. Hein. Je pense que, enfin, nous estimons que c'est totalement insuffisant. C'est totalement insuffisant. C'est bien la moindre des choses, de toute façon, que l'informatique fasse attention à ce qu'elle fait. C'est la moindre des choses, mais c'est insuffisant, puisque souvent les tests d'usage ne sont pas faits avec des vrais usagers. Ils sont faits quand c'est fait dans le labo d'informatique. Donc il importe, en particulier quand on est usager de pointe, avec une forte pression du point de vue de la responsabilité, comme les domaines du soin et de la santé, d'engager des processus, des protocoles, même plus précisément, de ce que j'ai appelé UX, AI Ethics, c'est-à-dire UX avec User Experience, qui est la logique de l'innovation par l'usage. Alors, ça a une conséquence, c'est que, en fait, l'éthique, la computer ethics, qui est très dominante et qui souvent estime qu'elle peut faire tout seul, c'est ce que je me tue à dire aux informaticiens qui m'entourent, c'est-à-dire surtout ne faites pas tout seul, il y aura toujours des trucs que vous ne verrez pas. Eh ben, elle repose sur un raisonnement utilitariste. Alors, il y en a des biens, en bioéthique, il y a des très bons raisonnements utilitaristes, mais il importe de mobiliser d'autres formes de raisonnement éthique, ce à quoi nous engageons dans je vais en reparler, hein, dans la chaire éthique et IA, faire raisonner les usagers, c'est-à-dire aussi bien les médecins, les soignants, les patients, voire les familles de patients, les faire raisonner avec d'autres formes de raisonnement éthique qu'on aurait tort d'oublier. Alors, tout ça nous amène à cette idée. Vous voyez, Touraine pose une bonne question, de nouveau. Mais alors moi, je vous adresse cette question. Avec l'intelligence artificielle, le médecin, le soignant plus généralement, accède à davantage de savoir. Mais a-t-il davantage de pouvoir ou davantage de devoir? Vous avez 4 heures. Alors, en fait, moi, je propose ce schéma, là, je ne sais pas si on voit bien, oui. Donc, il est clair que le médecin a des responsabilités concernant les 3 actes qui l'identifient dans son expertise, sa qualification, son autorité, le diagnostic, le pronostic, l'orientation thérapeutique. Alors, bien entendu, actuellement, les systèmes d'intelligence artificielle ont des pouvoirs considérables d'information, d'action et de prédiction. Alors, vous voyez, du point de vue, évidemment, de la responsabilité, elle ne peut s'assurer que sous la condition de la maîtrise des outils. Et en ce qui concerne les patients, ils ont, de toute façon, de leur côté... Bon, alors, ça marche ou pas? Ah, voilà. Donc, voilà. Les patients ont des attentes, étant entendu que les systèmes algorithmiques ultra-performants dopent les attentes des patients. C'est le problème qu'on a dans tous les domaines. Dans tous les domaines d'activité où il y a de l'IA, le client, l'usager, le patient va dire « Mais attendez, les outils, ils existent. Hein. Je me suis renseigné sur Internet. Hein. Vous avez, les outils ont du pouvoir. Vous êtes dans l'obligation de mieux nous soigner. » Alors voilà, donc dans ces cas-là, vous voyez, le médecin et même le système d'IA doit prendre en compte des besoins vitaux et sociétaux de manière renouvelée.
Alors, vous voyez, tout le travail... Bon, j'appuie sur là. Voilà. Donc, la question est, jusqu'où la responsabilité peut-elle être partagée? Alors, ce qu'on a essayé de faire dans notre équipe, c'est de développer, on a fait plusieurs papiers, en voilà un qui est cité, on a essayé de développer une éthique qui repose sur le co-design. Alors, en fait, c'est un peu la leçon qu'on donne, c'est que la seule manière de s'en tirer, c'est de réunir autour de, disons, là c'était des projets qui sortaient, qui étaient en labo, hein, sur des technologies en sortie de labo, de réunir, si vous voulez, des gens autour de ce travail qu'on fait pour créer un sens commun autour et à propos de la technologie. Alors, en fait, je fais référence à une étude en particulier qui concernait des grands insuffisants cardiaques, qui étaient implémentés de remarquables devices qui faisait qu'on a eu ce cas, par exemple, d'un de nos patients qui est venu un matin en disant « Voilà, je suis mort cette nuit pendant 2 minutes ». Comme les grands insuffisants cardiaques savent disparaître avec élégance. Et il a été ranimé par son défibrillateur intégré, qui était monitoré, qui envoyait des datas, et donc ça réagissait très bien. Il a été réveillé au bout de 2 minutes. Alors, dans une éthique utilitariste, on va dire « Bah oui, le gain, c'est que tu es vivant ». C'est un gain, si tu fais le calcul. C'est un gain pour toi, pour ta famille. Dans une éthique perfectionniste ou arrhétaïque, qui pose la question avec Aristote de la qualité de la vie, c'est beaucoup plus discutable. Jusqu'où doit-on aller dans la responsabilité qu'on n'a plus de rester en vie? Vous voyez, hein, je sens la qualité du silence, là. Voilà. On peut poser ce problème pour l'ensemble des... par exemple, j'ai eu les mêmes sujets sur la reproduction. Voilà, c'est-à-dire jusqu'où on doit aller dans le fait que c'est la machine qui sait, c'est la machine qui peut aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on essaie de faire un travail avec les communautés pour créer, depuis de l'informaticien jusqu'à l'usager et à la famille, enfin le patient et jusqu'à la famille du patient, une communauté autour de la décision qu'on peut prendre. Alors ça donne une autre forme de question qui est comment créer réellement un rapport de confiance avec l'IA. On peut le faire uniquement si on sort de la définition européenne de la confiance comme fiabilité. Une thématique très forte autour de l'éthique de l'IA chez la Computer Ethics, hein, c'est évidemment la fiabilité. Bon, là encore, c'est pareil. Écoutez, c'est normal que vous vous engagiez sur un système fiable, les collègues. On ne va pas hurler au génie parce que vous dites que vos systèmes sont fiables. Déjà, ils ne sont pas explicables, on n'a rien dit. Mais enfin, c'est des boîtes noires. Mais enfin, qu'ils soient fiables. En réalité, cette question de la fiabilité reste, comme je l'ai souligné tout à l'heure avec les petites poulies, là, inférieure au problème de la confiance. En réalité, on risque de perdre la main sur un certain nombre de situations quand on est évidemment soignant, mais aussi, vous voyez, patient, tandis qu'avec de la confiance dans l'ensemble du système, il est pertinent de penser. Alors bon, j'arrive là doucement à ma fin. Il y a donc, pour le dire philosophiquement, un problème aujourd'hui qui est l'exercice d'une responsabilité médicale en situation d'incertitude. Non pas d'incertitude ponctuelle, comme ça arrive tout le temps, on ne sait pas bien le diagnostic, il faut des études complémentaires, etc., sur ce qu'on a posé comme acte mental. Bon, ok. Non, là, c'est structurel, c'est-à-dire on ne sait pas. Alors, il se trouve que, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est déjà vu. Attention, je ne parle pas de primitifs qui soignaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je parle d'un système structurel du niveau de nos hôpitaux. Alors, vous avez tous reconnu, peut-être, là, Épidore, le sanctuaire d'Asclépios, hein, donc, vous êtes déjà allé peut-être, Épidore? Donc il y a un amphithéâtre très célèbre, très très beau, et puis jusqu'à la colline, la première colline, en fait, c'était un hôpital, une cité médicale, avec un nombre de bâtiments avoisinant les 50, et qui coordonnait toutes sortes de choses. Qui coordonnait un gymnase qui est sur la gauche en hauteur. Bon, voilà, très beau gymnase, hein, on a encore envie de courir. Un stade, voilà, il y a des compétitions sportives, il y avait un théâtre. Et cette médecine reposait, peut-être vous savez sur quoi? La médecine dite des temples. Épidore, c'est un des 5 ou 6 centres, ces centres généraux où les gens faisaient des dizaines de kilomètres à pied ou à dos de mule, je pense, pour venir être soignés pendant plusieurs semaines. Genre un sanatorium. Et en fait, vous avez reconnu d'ailleurs Esculape, là.
voilà, avec son bâton et le serpent, voilà, qui a donné le caducée quand même, hein, voilà. Hein. Épidore passe pour un endroit où il y avait beaucoup de serpents. Alors, il y avait toute une pharmacopée avec les venins des serpents. Hein. Donc, du coup, vous savez, ça marchait comment, vous savez, non? Ben, comme nous, comme les systèmes d'algorithmes. Exactement pareil. Avec une performance dans le résultat qu'aucun humain ne peut espérer avoir. Et c'est comme ça qu'on soignait. C'est comme nous. Alors évidemment, ce n'était pas tout à fait algorithmique. C'était, vous savez, non? Vous ne savez pas? Le cœur du sanctuaire. C'était à cause d'Apollon. Apollon l'Oxias, Apollon l'Obscur, qui était par ailleurs célébré, vous avez reconnu aussi ce haut lieu hein, d'algorithmique de l'époque, à savoir le temple de Delphes, le site de Delphes. Non, ça vous dit rien? Voilà, on m'avait tous dit, tu m'as dit, ils font du grec et du latin tous, mais non, enfin, franchement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là? À Delphes, il y avait l'équivalent, on ne sait pas comment ils l'appelaient au sanctuaire à Épidore, qui est la Pythie. Vous savez, la Pythie, c'était quelqu'un qui était littéralement investi d'une parole que les Grecs respectaient. Alors ça les faisait bien rigoler, hein. C'est pas du tout comme nos religions monothéistes, hein. C'est pas un dieu, on le sait bien, c'est pas du tout pareil, parce qu'il y a des tas de blagues là-dessus. Mais n'empêche que, quand la Pythie elle parlait, ça rigolait moins. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait interpréter derrière. Fallait interpréter ce que disait Apollon, dieu de la vérité, à travers le rêve de la personne. C'est une médecine des temples qui repose sur l'interprétation des rêves. Alors c'est une interprétation qui est liée à un ensemble de soins. Il y a des bains, il y a des massages, il y a une grosse pharmacopée apparemment, voilà, comme toutes les médecines traditionnelles. Hein. Les molécules, elles ne sont pas synthétiques, mais elles sont bien là. Donc vous voyez, cette médecine des temples reposait sur, je me suis amusé à compter ça, des corps de métier par dizaines différents. C'était quelque chose de très coordonné, aussi structuré qu'un hôpital, très clairement, quand on va à Épidore et quand on s'intéresse à la médecine dite des temples, avec laquelle a plus ou moins rompu la médecine hippocratique. Hein. Hippocrate, il dit du mal quand ça l'arrange de la médecine des temples, mais souvent il dit, ouais, non, mais ça marche quand même, finalement. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que Plutarque, hein, qui fut à l'époque tardive, hein, donc vous voyez, à l'époque après Jésus-Christ, hein, au 1er siècle après Jésus-Christ, Plutarque a été, son boulot, c'était responsable du temple de Delphes. C'est un philosophe plutôt, d'ailleurs, curieusement matérialiste, le gars, et qui écrit sur ce que c'est que administrer ce qu'il fait tous les jours, la Pythie. Ça a duré des siècles et des siècles, hein, cette affaire. Et donc, il dit des trucs, il dit, bon, et il se tourne vers Héraclite, il dit, il y avait un certain Héraclite, il y a très très longtemps, qui avait écrit ça, dit-il, le maître dont l'oracle est à Delphes, c'est-à-dire Apollon, ne dit pas explicitement les choses, il ne les cache pas non plus. Il fournit des signes, il signifie. Donc ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le prêtre de Delphes évoque la parole d'un philosophe qui parle d'Apollon. Vous voyez, Apollon qui s'exprime à travers la Pythie, en fait. Donc on a rigoureusement la même chose aujourd'hui avec le travail d'un médecin qui doit interpréter quelque chose qui le dépasse structurellement. Alors est-ce que ça nourrit une inquiétude? Oui, incontestablement. Cela dit, vous voyez, une nouvelle fois, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a dans les savoirs humains, culturels, hein, dans la mythologie même, dans l'histoire, dans la philosophie, des ressources qui nous permettent de gérer considérablement notre inquiétude à partir du principe qui était inscrit au fronton du grand temple de Delphes, dont il ne reste malheureusement que des ruines, qui est, avant d'être le mot d'ordre de Socrate, hein, c'était la devise de Socrate, Socrate il a tout piqué à ce qu'il avait écrit au fronton du temple de Delphes. Bon, il cite sa référence, il le dit. Connais-toi toi-même. Donc le connais-toi toi-même, vous voyez, c'est ce travail que désormais chacun doit faire aujourd'hui pour vaincre comme Oedipe autrefois, le sphinx, sans tomber dans des excès qui évoquent, vous voyez, cet Oedipe qui se crève les yeux du fait qu'il va trop loin dans une recherche qui doit rester sage et équilibrée. Merci pour votre attention. Merci Thierry. Je suis sûr que ça soulève des... Alors, question, je ne sais pas, parce que l'après-midi, après, sera consacré à plein de choses, mais peut-être, ou des commentaires. En lisant.
en train d'y réfléchir. Et en tout cas, moi, un élément effectivement que je retiens de ta présentation, donc on voit l'innovation, ça, et l'IA est un type d'innovation, puisque c'est le thème de notre journée, c'est l'innovation en cancérologie, et c'est un sujet. On a parlé professionnels, mais il y a également aussi les patients. Et l'accès, effectivement, tu as mentionné des IA génératives qu'on a aujourd'hui et qui posent cette question, effectivement, de savoir, et encore, davantage de savoir. Voilà, ça reste à voir, mais effectivement, plus d'accès à plus d'informations et qui nous engage dans la question des pouvoirs et de la responsabilité. Fadila. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment attentive, mais il y a un moment, vous avez parlé de la préservation de l'expertise humaine. Et c'est vraiment un débat qui agite beaucoup aujourd'hui parce que par rapport à tous les juniors qui arrivent, la question, enfin, ce qu'on nous dit pour nous rassurer aujourd'hui, c'est qu'on a eu une formation qui nous permet de critiquer ce que l'IA peut nous présenter en termes d'image ou de résultats. Et la question est-ce que le cursus qui va introduire très très tôt l'IA dans les formations va permettre d'avoir finalement une expertise médicale suffisante pour être en état de critiquer finalement ce que l'IA nous apporte comme aide ou soutien. On va quand même rester positif et dire que c'est une aide et un soutien, mais c'est vraiment ce débat-là qui vraiment pose question dans tous les congrès au sujet de l'IA. Congrès médicaux, pas avec des philosophes malheureusement, comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'une des voies de préservation de cette expertise, c'est la bonne connaissance technique. Aucun métier, ni le vôtre ni le mien, ne peut rester... parce que nous, on a les mêmes problèmes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Hein. On peut diviser par 5 le nombre de personnel, hein, sans problème. Hein. Voilà, c'est tentant même. Donc, pour préserver l'expertise de haut niveau, il importe absolument d'être extrêmement en situation de veille sur les avancées technologiques. Il est clair que les chefs de service, d'une part, les responsables de formation, doivent consulter au moins une fois par an des experts qui leur disent, voilà, les tendances, c'est plutôt ça, parce que ça permet d'aligner les formations, la stratégie, la prospective. Donc, notre fonctionnement en silo, en France, est tout à fait problématique à cet égard. Et si on ne le fait pas, on donne le pouvoir à la machine. Donc, paradoxalement, préserver l'expertise humaine, c'est se mettre en situation d'être en contact des collègues, des experts qui sont capables de nous renseigner, quoi. Je crois qu'on n'est qu'au début. Encore ce matin, j'étais avec des informaticiens de très haut niveau qui travaillent pour l'industrie, donc ils sont vraiment en pointe, et qui disent, non mais attends, on est au début. Il y en a un qui disait en permanence, quand même un des responsables du pôle de compétitivité Minalogique, qui disait, on est juste après l'invention du feu. Alors, il faut éviter de mettre le feu à la caverne hein, dans laquelle on vit, mais on est juste au début. Arnaud, Merci pour votre intervention. Ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée par rapport à la responsabilité et à la compétence. Pour moi, il y a un point aussi qui est crucial, c'est que actuellement notre compétence et notre responsabilité, elle est liée à des connaissances qui sont construites par la communauté scientifique et médicale qui est elle-même praticienne. Donc il y a une transmission, une filiation, une forme de paternité où on reste entre nous, c'est vrai. Et là, il y a quand même la compétence et surtout l'expertise est de plus en plus externalisée à des acteurs qui ne sont pas praticiens. Et l'outil, justement, je pense que c'est moins la formation et le fait que nos jeunes ils soient formés avec de l'IA et ils deviennent stupides, c'est qu'en plus, la compétence, elle est externalisée, on la confie de plus en plus à un acteur qu'on ne connaît pas. Avant, quand c'était notre enseignant, professeur qui avait eu toute son expérience et qui nous transmettait, on progressait. Là, de plus en plus, il y a une forme d'externalisation qui fait que ça devient de plus en plus opaque pour nous pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière justement la compétence qu'on est en train d'exercer et qui nous amène à prendre des décisions. Et ça, le qui est responsable de l'expertise, je pense que c'est un des gros points. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Oui. Donc, dans beaucoup d'autres domaines, la question se pose dans les mêmes termes. Et ici... Et peut-être c'est un biais lié à ma compétence de philosophe politique. De plus en plus, si on croit nos collègues qui travaillent dans les pôles de compétitivité autour de l'IA, dans les domaines de pointe, de plus en plus la compétence sera du côté dans la prévision, la connaissance et même l'action, les orientations d'action, du côté de la machine, sous quelque forme que ce soit. Donc il importe, c'est la réponse du philosophe politique, que les communautés se structurent
et que ce soit aux politiques de dire non, 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 mais attendez, ok, il y a une extraordinaire ressource machinique, mais ça doit être des humains qui donnent leur avis dans l'orientation, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un effet un peu artificiel, mais qui permet de maîtriser, en tout cas par la science humaine, les avancées extraordinaires de la technologie. On peut le dire autrement, hein, on peut le dire, ne laissons pas les informaticiens produire des prodiges que nous ne pourrions pas maîtriser. Parce qu'ils ont tendance à le faire, hein. Ici, donc, c'est un haut lieu de l'informatique en France. Je peux vous assurer que presque toutes les semaines, on m'appelle en me disant ouais, « je vais te parler d'un truc que j'ai inventé qui est super ». Oh là là, à chaque fois, c'est des choses qui sont vraiment inquiétantes pour des communautés entières. Sûrement que ça marchera très bien, mais il vaut mieux que tu en parles déjà aux spécialistes du domaine qui vont te dire attention, la compétence métier, attention, l'autorité académique. Et vous voyez, là encore, il s'agit de faire œuvre de diplomatie dans la capacité à dialoguer avec cette communauté prodigieuse qui est celle aujourd'hui des informaticiens avec leur système d'algorithmes. Et c'est la responsabilité des cadres de nos différents métiers, c'est-à-dire des responsables de labos, des responsables de structures de formation, de structures de soins, etc. C'est une responsabilité qui, vous voyez, éthique et politique, pour adapter finalement les prodiges de l'IA à une société humaine où chacun y trouve son compte. Les gens qui travaillent comme les gens qui reçoivent les soins. Ce sont des équilibres. Et l'éthique utilitariste est très très mauvaise pour produire des équilibres. Elle vise toujours une optimisation et une performance. Tandis que dans une société, ce qui compte, c'est une vie digne et bonne. Vous voyez, ça boucle avec ce que j'ai esquissé là, mais qui va très loin quand on y pense. L'éthique utilitariste qui régit l'informatique et le monde, disons, sociopolitique régi par le système capitaliste, c'est pas vraiment fait pour l'humain, en fait. C'est fait, on a un peu oublié qu'il y avait d'autres formes d'éthique qui consistent à dire non, non, mais peut-être on sera moins performant, mais on sera plus humain, quoi. C'est pas facile, hein, vous voyez. Merci Thierry. On t'applaudit. Merci beaucoup.